Bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va et je suis très reconnaissante de me retrouver avec vous aujourd'hui. 8 mars, journée internationale des droits des femmes, moment de reconnaissance des acquis des femmes, un moment aussi pour analyser toute la positivité que ces femmes ont pu apporter à nos sociétés. C'est aussi le lieu pour moi de vous partager 8 réflexions que j'ai pu tirer de mes lectures. La première des réflexions consiste à être consciente de notre nature hormonale. Le cycle menstruel de la femme est composé de plusieurs phases et chacune de ces phases influence nos émotions et notre corps. La première phase concerne la phase menstruelle. Donc nous allons parler des premiers jours des règles où le corps élimine l'endomètre si aucune grossesse n'a eu lieu. En ce moment, les hormones sont au plus bas, ce qui peut provoquer fatigue et irritabilité. Ensuite, nous avons la phase folliculaire qui montre une montée des oestrogènes qui fait souvent qu'on a un regain d'énergie et de motivation. Ensuite, nous avons le moment phare. Il y a l'ovulation, donc le moment où l'ovule est libéré et c'est le moment le plus fertile. Puis la phase lutéale prend le relais avec de la production de progestérone pour préparer le corps à une éventuelle grossesse. Et ensuite, ça recommence. Notre cycle est un véritable tourbillon d'hormones. Et là, je vous évite toutes les douleurs au dos, les douleurs au bas-ventre, l'irritabilité sévère ou les envies. Et c'est ce qui témoigne de notre puissance en tant que femme. Si notre corps arrive à gérer autant de variations chaque mois, cela prouve que nous sommes capables de grands exploits. La deuxième réflexion consiste à avoir un rêve. Se poser la question, c'est quoi mon rêve? Tout commence par avoir un rêve. Et moi, je dis souvent que la plus grande des richesses que nous avons, c'est ce qui se passe là-dedans. Notre imagination, c'est malade. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et penser à quelque chose sans aucune limite. Je me mets dans ma tête, dans mon imagination, que je suis en train d'accomplir ce rêve et il n'y a pas de limite. Tout va bien. Il n'y a pas de limite de frontières, il n'y a pas de limite de moyens, il n'y a pas de limite physique. Absolument rien ne limite mon imagination. Donc, je peux penser à ce rêve aussi fou qu'il soit, aussi fort qu'il soit, aussi effrayant qu'il soit. Mais c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie? Aussi, dans chacune de mes lectures, que ce soit dans des biographies ou dans des romans, on voit que très souvent, c'est parti d'un rêve. Une personne avait envie d'envoyer des fusées dans l'espace. Elle a rêvé de ça, puis elle l'a fait. Des personnes dans des situations extrêmement graves, des situations tristes que nous ne pouvons même pas imaginer, des situations d'esclavage, de colonisation, ont rêvé sortir de cette situation, puis elles se sont donné les moyens et elles sont sorties de cette situation. Donc, autorisons-nous à rêver sans limite. Ensuite, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut concrétiser nos rêves. Le troisième point concerne notre stabilité émotionnelle. Ah, ça, c'est très facile de le dire, mais l'appliquer, c'est autre chose. Mais c'est bien intéressant d'en parler pour qu'on puisse simplement s'améliorer chaque jour. Il n'y a pas de course avec une personne. On veut être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour qui passe. Avoir une stabilité émotionnelle forte, c'est vraiment comprendre que les obstacles font partie de notre chemin, mais qu'elles ne déterminent pas les obstacles. Les obstacles font partie du chemin, mais ils ne déterminent pas. Il ne détermine pas notre valeur. Donc, tout ce qu'on va vivre fait partie du chemin, mais ne nous définit pas. Personnellement, je le vois comme le fait de comprendre, d'accueillir et d'être consciente que je suis dans un tel état émotionnel. Pas vraiment de le refouler, parce que en le refoulant, par exemple, quand on sait qu'on est une personne très colérique,
on sait qu'on se fâche très rapidement. L'idée n'est pas que dès qu'on voit la situation arriver, on est fâché. Donc, on essaye de se dire, ok, je me fâche très rapidement. J'ai décidé d'avoir une stabilité émotionnelle, donc je ne vais pas me fâcher. Non. Mais moi, je base la chose plus sur la réaction, mais surtout être consciente qu'effectivement, je suis fâchée. Parce qu'en refoulant ce sentiment, il va revenir. C'est la nature, c'est le corps humain. Mais lorsqu'on prend conscience que, ok, je me sens comme ça, mais je décide actuellement de réagir avec réflexion. Mais je me sens comme ça. Donc, le corps, j'ai envoyé un message à mon cerveau qui dit, hé, je sais, hein? Je ne fais pas semblant. Donc, de toi à moi, là, nous deux, on sait. Donc, mais actuellement, j'ai décidé d'être clean, d'être tranquille. Le quatrième point concerne le partenaire de vie. Et je pense que ceci est valable autant pour les femmes que les hommes. Mal choisir ou tomber malheureusement sur le mauvais partenaire de vie complique énormément les choses en tant qu'être humain. On passe beaucoup de temps avec notre partenaire de vie, on dort ensemble, on discute ensemble, on est quotidiennement connectés, on est reliés par les choses de la vie. Donc, si cette personne n'est pas un plus pour notre vie, ça devient très complexe. Un bon partenaire est un soutien, pas un frein. Un bon partenaire t'élève, il ne t'éteint pas. L'amour vrai inspire et encourage. Il ne te limite pas. Le bon partenaire marche avec toi, pas contre toi. Être aimé, c'est se sentir en connexion, pas en compétition. Et au-delà de l'amour, c'est aussi cette relation qui est basée sur le respect, l'amitié, la communication, le fait de vouloir et de pouvoir construire ensemble cette vision commune que vous avez. Alors, si vraiment vous avez le choix, de toute façon, vous vous retrouvez sur cette merveilleuse page YouTube composée de personnes qui apprécient la lecture et qui aiment tout ce qui rend la vie plus intéressante. Décidez de rendre votre vie plus intéressante avec la personne avec laquelle vous la vivez. Vous n'en avez qu'une, alors bon choix. Le cinquième point concerne la santé. C'est une réflexion très importante. La santé avant tout. Et pour les femmes qui aiment cuisiner, puis qui cuisinent tout le temps, se poser la question, est-ce que je suis en train de manger ou je suis en train de me nourrir? Apporter à notre corps vraiment des éléments importants. Ça ne prend pas grand-chose. Soit on apporte à notre corps des éléments qui sont nutritifs, soit on évite les éléments qu'on sait ne pas être bien pour notre santé. Et les amoureux de la lecture, je suis tellement bien placée pour vous expliquer cette situation, car je vous fais une confidence. Moi, l'année dernière, on m'a détecté un diabète type 2. Il n'y a pas de diabète dans ma famille. Mais vous savez comment j'ai attrapé cette fichue maladie? Les bonbons, les chocolats, le McFlurry. C'est pas une très mauvaise manière de manger à des heures très tardives. Puis c'est la vie universitaire qui fait ça. Parce que je n'étais pas comme ça avant. Donc la vie universitaire, ben, le soir, on est là, on essaye de réviser. Puis tu commandes des pizzas. C'est comme ça que ça a commencé. Tu commandes des pizzas, tu achètes le Coke qui est très sucré. Puis des fois tu manges à minuit, à 1h, tu dors. Ce n'est pas sain. Et la santé, malheureusement, on se rend compte qu'elle est importante seulement lorsqu'on la perd. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui, à l'heure où moi je suis en train de tourner cette vidéo, sont couchées sur un lit d'hôpital, puis leur rêve serait d'être là comme moi, puis de pouvoir parler, de pouvoir se lever, de pouvoir sourire, de pouvoir vivre. C'est que la santé, c'est un cadeau que nous avons, donc il faut la préserver. J'ai réussi à me débarrasser de ce diabète. Mais ce n'est pas seulement en prenant des médicaments ou j'ai dit prenant et en prenant des médicaments ou en utilisant de très bonnes astuces. D'ailleurs, ma très chère maman Philomène m'a donné une très belle astuce. Pour les personnes qui ne le savent pas, le gombo est un très bon régulateur du sucre.
Donc, lorsque tu consommes le gombo naturel, tu vois, tu mets de l'eau dedans, tu le laisses reposer, puis ensuite tu le bois, ça régule le sucre. Et je ne veux pas donner de nom de médicament, mais on m'a prescrit aussi un médicament qui m'aide pour ce diabète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de prendre soin de moi, de faire attention à ce que je mange et de faire du sport. J'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu du poids. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en perdant du poids? Je me sens mieux. Je monte les escaliers, je vais bien. Quand je sais qu'il y a une distance à parcourir, avant, je pleurais quand il fallait marcher. Aujourd'hui, je pleure encore, mais je pleure moins. Mais je marche, je me sens bien, je me sens vivante. Les filles, les femmes, mes soeurs, mes mamans, mes amis, la personne qui va vous dire que oui, tu sais, tu es bien comme ça, comme tu es, alors que tu n'es pas en bonne santé, c'est un gros mensonge. Tu n'es pas en bonne santé. Il ne s'agit pas de cadrer dans ce que la société a défini pour nous. Donc, oui, une femme, c'est quand elle est mince qu'elle est bien. Non. Ou une femme, oui, c'est quand elle a des rondeurs qu'elle est bien. Non. Moi, je dis, une femme, quand tu peux avoir ta santé, tu es bien. Donc, essayons ensemble d'être en meilleure santé, que ce soit la manière dont nous mangeons ou la manière dont on prend soin de nous en marchant, puis notre état émotionnel. Le sixième point concerne le fait d'avoir un mentor. Je dirais plutôt une mentor, c'est notre journée. Donc, une mentor. Le fait d'avoir cette personne va nous faire sortir ou analyser autrement les mêmes discussions, les mêmes critiques, tout le temps là en train de critiquer les mêmes personnes et les mêmes situations. Sortir de ce cercle parce que ça ne nous avance pas du tout. Notre mentor, ça va être cette personne qu'on respecte, cette personne dont on respecte les valeurs, les acquis, les accomplissements, cette personne qui n'a pas du tout besoin d'être parfaitement comme nous, mais dont on souhaite suivre le chemin. Donc, venir en toute humilité, apprendre de cette personne. Avoir un mentor, ce n'est pas non plus sucer son mentor. Donc, il faut pouvoir apporter quelque chose aussi à cette personne le long de notre propre apprentissage. C'est une relation qui sera basée sur des relations professionnels, mais qui peuvent évoluer dans le sens où on va commencer à assister aux événements importants de sa vie, des anniversaires, des mariages, des accomplissements. Puis là, ça nous fait entrer dans un environnement qui est plus vrai de la personne. Donc, on comprend vraiment quelles sont les relations de la personne autour d'elle. C'est important de l'avoir, cette mentor-là. La vie va vous l'envoyer. Il suffit, après peut-être avoir regardé cette vidéo, de faire un petit peu attention à votre entourage, d'essayer de voir qui est cette personne avec laquelle j'ai des discussions intéressantes. Dès que je quitte de là, je me sens pleine. Donc, comment est-ce que je peux me rapprocher de cette personne? Puis, ça peut être aussi un mentor virtuel. On a beaucoup de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les sphères publiques. On voit comment elles ont accompli, surtout quand ce sont des personnes qui partagent ce qu'elles font au quotidien. Cette personne peut être notre mentor, elle nous apporte quelque chose et nous en retour, la manière d'apporter à cette personne, c'est de l'encourager à distance. Si on veut partager ses contenus, parler de ses contenus à d'autres personnes, on encourage, on participe au développement de notre mentor, puis notre mentor nous donne en retour. Le septième point consiste à l'analyse du fait que la vie est un cycle. S'il y a une vérité des vérités, c'est qu'un jour, je vais partir. Un jour, mes très chers amoureux de la lecture, vous allez partir. C'est un cycle. Ce qu'on ne sait pas seulement, c'est quand, quel jour. Est-ce demain, dans 5 ans, dans 10 ans, même si c'est 100 ans, même si c'est 200 ans, et ça m'étonnerait, on va partir. Donc, nous sommes là. C'est ce cycle. Quel est ce cadeau que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux donner? Chaque livre que je lis là est un cadeau des auteurs qui l'ont écrit. Je suis reconnaissante de ces cadeaux. On est, on vit, on meurt. Chaque choix compte. Et c'est important de pouvoir les faire pour notre bien. Parce qu'on a cette responsabilité de notre vie.
Et ça prend des petites choses. Des fois, nous avons l'impression que c'est trop dur. Mais c'est notre vie, c'est notre cadeau. C'est notre vie, donc il faut la vivre pleinement. Aussi, j'aimerais prendre ici une visualisation ou je dirais une citation que beaucoup d'entrepreneurs emploient souvent, des écrivains l'emploient, des coachs sportifs l'emploient. C'est le fait de se visualiser sur son lit de mort. Disons à 95 ans, on est là dans une chambre, d'après un qui dit que ce ne sont jamais des jolies chambres, ce sont toujours des chambres très bizarres. Donc on est là, on est couché sur ce lit, on sait qu'on va partir et être dans le regret. C'est-à-dire dans le regret de « mais tu aurais pu faire ça, girl. Tu aurais pu. Pourquoi tu ne l'as pas fait? » À cause de ce que les gens vont dire, à cause de comment on va te critiquer, à cause de ta propre peur. Mais on n'a qu'une vie, les amoureux de la lecture. Alors, le 8e et dernier point, les amoureux de la lecture, j'aimerais que vous me partagiez le 8e point. J'aimerais que vous me donniez un point que je n'ai pas abordé dans cette belle vidéo. J'aimerais que vous me partagiez une réflexion à avoir en tant que femme. Il y en a beaucoup, donc je ne peux pas toutes les connaître. Je vous partage quelques-unes et j'aimerais vraiment connaître vos avis. Selon vous, la 8e réflexion serait laquelle? Quelle est l'autre question ou l'autre réflexion qu'on doit se poser? Finalement, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur. Être femme, c'est... Je me dis que si je mourrais et qu'on devait me réveiller, puis qu'on me demandait quel est le sexe que j'aimerais avoir sur cette terre encore, je choisirais d'être femme. Avec les plus, avec les moins, vraiment avec toutes les difficultés, puis tout le bonheur qui va avec. Être une femme, c'est avoir un trésor de la vie, pouvoir donner la vie, pouvoir représenter la vie, pouvoir être belle, pouvoir être charmante de l'intérieur comme de l'extérieur, pouvoir être intelligente, pouvoir être consciente qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon corps, à l'interne, donc à l'externe, je peux être capable de réaliser les rêves que j'ai envie de réaliser pour cette vie-là qui est juste momentanée. J'aimerais vous laisser avec une petite partie de mon livre Inspectrice Ina que je kiffe beaucoup. Pour les personnes qui se joignent à nous puis qui ne savent pas ce que je fais, j'écris des livres. Donc j'ai 2 livres, Inspectrice Ina et Safia, le poids d'une histoire. Inspectrice Ina, c'est plus un roman policier dans lequel vous allez découvrir une inspectrice qui essaie de résoudre le crime d'une adolescente qui est décédée subitement. Donc c'est une question de culture. Je partage beaucoup la culture malienne. C'est aussi une question de relations sociales. Ça tourne beaucoup autour des combats des femmes. C'est aussi une histoire d'amour, de difficulté à choisir l'homme de sa vie. Donc c'est un roman hyper intéressant. Moi je voulais vraiment mettre l'action qu'on retrouve dans les films dans un livre. Nous avons aussi Safia, le poids d'une histoire. Puis Safia, c'est vraiment des questions existentielles qu'aussi une femme se pose à un certain stade de sa vie. Là on va parler d'infidélité, mais comme les hommes on vous a trop fatigué, c'est toujours vous qui êtes infidèle. Pour une fois, on va accepter un peu nos petits défauts. Donc, on parle d'infidélité. On parle aussi de la beauté de la peau noire et des difficultés que beaucoup de femmes vivent, des femmes noires vivent à travers la dépigmentation de la peau noire, à travers la stigmatisation, au fait de ne pas se sentir bien avec sa jolie peau noire ou avec ses jolis cheveux crépus. Donc c'est une histoire d'apprentissage, c'est une histoire d'amour. Chacun de mes livres sont vraiment des histoires d'amour, l'amour pour soi, l'amour pour notre entourage, l'amour pour notre projet, notre volonté de faire quelque chose de notre vie. Le chapitre, c'est la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, à la cuisine. Ok, donc ce sera à la page 50. Que ce soit les personnes comme Salif, qui nous pensaient trop sensibles, ou comme le propriétaire du magasin qui nous croyait de manière flagrante ou maquillée, pénalisés par notre genre, donc peu outillés, la réalité était que souvent,
très souvent, on préférait que la femme se contente d'être l'éducatrice principale de la progéniture, voire qu'elle reste à la cuisine. Et cela me révoltait. Ce n'est pas moi, c'est Ina. Une femme peut être à la cuisine, oui, si elle le désire. Mais sa place existe aussi comme technologue en génie électrique, conductrice d'engins de chantier, programmeuse, femme d'affaires. La place de la femme est dans le cockpit d'un avion, dans un train, dans un vaisseau spatial, au fin fond de l'océan, dans un sous-marin. La femme performe en tant que sapeuse-pompier, ingénieure en aéronautique, tireuse d'élite. Sa place est au poste d'ambassadrice, de mairesse, de députée, de ministre et de présidente. La femme cartonne quand elle est inspectrice. Sa place est là où elle le veut, elle, et non là où elle a été placée ou là où on lui susurre gentiment de rester seulement pour le pronom personnel qui l'étiquette, le fameux « elle ». Gros bisous les amoureux de la lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo.